Bonjour à toutes et à tous. Je voulais tout d'abord vous remercier, vous tous qui êtes présents aujourd'hui. Je sais que certains d'entre vous ont fait une longue route pour venir jusqu'ici. Je tenais à vous dire que cela nous fait chaud au cœur, à nous tous, qui avons travaillé pendant plusieurs mois pour pouvoir vous présenter cette exposition. Bien évidemment, au nom du GREC, le groupe de recherche, études et collections de l'association de mise en valeur du château de Coucy, ainsi qu'au nom de la MVCC, je remercie tout particulièrement la communauté de communes Picardie des Châteaux qui nous reçoit ici, dans ses locaux à Moyenby. Je remercie Vincent Morlet, son président, qui a accueilli avec bienveillance notre projet d'exposition sur l'histoire de Moyenby. La communauté de communes qui, je le rappelle, a soutenu financièrement ce projet afin de permettre la réalisation des panneaux préparés par les membres du GREC, ainsi que les outils de communication pour réaliser la promotion de cet événement. Je tiens également à remercier le directeur général des services de la communauté de communes, Laurent Lefebvre, qui nous a accompagnés durant toute la préparation de cette exposition. Un grand merci à lui pour sa disponibilité, pour son écoute et toute l'énergie qu'il a déployée pour répondre à l'ensemble de nos demandes. Il a été relayé de façon très efficace par Bénédicte Lochneux et ses équipes pour la mise en place de la logistique de cette manifestation. Un grand merci à eux. Je remercie également l'équipe municipale de Coucy-le-Château, qui nous a également apporté son soutien, comme elle le fait habituellement chaque année, lors des expositions du GREC, en mettant à notre disposition les équipements nécessaires pour cela. Je salue à cet égard Madame le maire, Sophie Boutroy, pour son implication personnelle et très active à chacune de nos manifestations. Un grand merci également aux membres et employés de la MVCC qui nous ont aidés dans la préparation de cet événement, à l'ensemble des membres du GREC qui ont travaillé pendant une année pour vous présenter cette exposition. Et enfin, tous ceux qui ont contribué à celle-ci, de près ou de loin. Alors, Moyenby au fil des siècles, comme l'indique le titre de cette conférence, cela paraît tout de suite un peu long. Je vais donc essayer d'être le plus synthétique possible, en essayant de retracer l'histoire des lieux qui s'intègre à l'histoire avec un grand H, celle que nous avons tous apprises sur les bancs de l'école. Et pour cela, je vais axer le discours sur les châteaux de Moyenby, car vous allez voir qu'il y en a eu plusieurs. Évidemment, ces châteaux ont eu des propriétaires, et c'est à travers eux qu'on peut deviner l'histoire du lieu. Je dis deviner, car l'histoire de Moyenby soulève beaucoup plus de questions qu'elle n'apporte de réponses, notamment sur ses origines. Voici le sommaire de cet exposé. On peut globalement diviser l'histoire de Moyenby en 4 périodes consécutives. Nous allons, en premier lieu, essayer d'y voir plus clair sur les origines du mont Émery, ainsi qu'il s'est d'abord appelé. Nous verrons comment l'abbaye de Nogent-sous-Coucy est intervenue pour réaliser le défrichement et la mise en culture du plateau. D'abord simple ferme, Moyenby est devenu un fief, tenu par des chevaliers, sous la mouvance des sires de Coucy, puis de celle des ducs d'Orléans. Dans un premier temps, ces chevaliers se sont succédés les uns après les autres, sans réussir à faire souche. Puis, à partir de la deuxième moitié du XVe siècle, on voit apparaître des lignées de seigneurs sur plusieurs générations. Les Courtignons, puis les Longueval, et pour finir les Dubois de Courval. C'est à l'une de ces lignées, sans que l'on puisse encore l'identifier avec certitude, que l'on doit la transformation du château féodal, principalement du logis, en château classique. Ce château a dû être édifié pendant la période dite du classicisme architectural, d'où le terme de classique. À la fin du XVIIIe siècle, la Révolution sonne la fin de la royauté et bouleverse la structure de la société établie depuis des siècles. Le duc d'Orléans voit son apanage supprimé et son droit de suzeraineté sur Moyenby, qui cesse donc d'être une seigneurie. Les Dubois de Courval conservent malgré tout leur propriété jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Le vieux château tombe alors en ruine, il est en grande partie rasé pour laisser place à une grosse maison bourgeoise. Ce sont d'ailleurs des roturiers qui vont désormais l'habiter. Le domaine va alors passer successivement de main en main, et on voit apparaître dans les actes notariés de vente, dont seules les hypothèques ont conservé la trace, les noms de Rabeuf, Vitouc, Roulier et autres. En 1914,
c'est la fin de la belle époque. 4 ans de conflit feront de cette région un champ de ruines, et il faudra alors toute l'énergie de Madame de Ricci pour reconstruire le château qu'elle avait acquis avant-guerre et que nous voyons aujourd'hui encore. Alors, commençons par le commencement, et voyons à quoi ressemblait Moyenbry à l'origine. Eh bien, au départ, c'était vraisemblablement une forêt. En effet, le site sur lequel nous nous trouvons est un site de plateau séparé par des vallées. Pour ceux qui ont un peu de mal à se situer sur cette carte, eh bien, nous sommes juste au centre. Alors, avant que l'homme ne s'y installe, le paysage devait principalement être forestier. On imagine que les plateaux étaient entièrement couverts d'arbres, ce qui était également le cas en grande partie des vallées en contrebas, puisqu'on garde encore la trace avec les bois du Montoire, de Nogent, du Montizel et d'autres. Et entre ces bois, nous avons des rues qui reçoivent l'eau des plateaux et circulent dans les interstices de ces plateaux pour se déverser dans les lêtes. Ces zones étaient étroites et marécageuses, et il a sans doute fallu beaucoup d'énergie pour les drainer et créer de vastes étangs tels ceux du Roi, de la Feuillée ou de Nogent. Ces étangs permettront d'alimenter les moulins, dans lesquels on moudra le blé, et qui dit blé dit champ. On voit bien que les vallées sont trop étroites et trop humides pour que la culture intensive des céréales puisse être réalisée. C'est donc vers les plateaux que les habitants vont se tourner pour trouver l'espace et le sol appropriés à l'agriculture. Que sait-on de ces premiers habitants? Pas grand-chose. On a bien trouvé des sépultures de l'époque néolithique, on le voit ici, à Verneuil-sous-Coucy, mais rien pour l'instant à moyen prix. Comme vous le savez, vers l'an 50, nos voisins italiens viennent nous rendre visite et ils instaurent la fameuse paix romaine, la Pax Romana. Cette paix était préservée par les légions romaines et c'est notamment pour leur permettre de circuler rapidement dans toute la Gaule que furent réalisées les voies, elles aussi romaines. On peut encore distinguer la trace de celle qui reliait Soissons à Saint-Quentin et qui passait sur la commune de Coucy. Elle garde le nom de chaussée Brunehaut, possiblement en souvenir de cette reine mérovingienne qui en fit remettre en état un certain nombre. Ce toponyme est en effet assez fréquent. Cette voie était jalonnée de bornes miliaires. 3 d'entre elles, découvertes près de Juvigny, sont a priori encore conservées à Soissons. Les premiers villages se sont implantés dans les vallées, au pied des plateaux. C'est le cas de Coucy-la-Ville, dont l'existence est sans doute pré-romaine. Les invasions barbares ont également donné lieu à de nouveaux villages. Ce sont tous des anthro-toponymes qui sont terminés par le suffixe court. Jumencourt, Aumencourt, Landricourt, ou en latin Landri Curtis, autrement dit la cour de Landry ou la ferme de Landry. Cette progression démographique a entraîné la mise en valeur des plateaux sur lesquels ont été implantées les installations agricoles. Ce sont les grandes fermes qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez distinguer en vert les fermes de vallée et en jaune celles situées au bord des plateaux, comme on en voit souvent dans tout le Soissonnais notamment. Et c'est là que nous voyons apparaître Moyenbry. Alors, certes, ce défrichement s'est fait progressivement, mais si on prend un peu de recul, on voit qu'à l'échelle du nord de la France et des pays limitrophes, le paysage a été considérablement modifié entre le XIe et le XIVe siècle. Cela a également été le cas pour les plateaux de l'Aisne, qui ont été déforestés pour la mise en culture. Alors, vous voyez que j'ai indiqué le nom de latin de Mons Emerici, soit le mont Émeric, qui est la première appellation qu'on trouve au XIIe siècle. Le XIIe siècle, c'est d'ailleurs la grande époque des défrichements. Et c'est dans un acte qui concerne l'abbaye de Nogent-sous-Coucy qu'on le trouve. Qui était cet Émeric, à qui appartenait autrefois ce mont, on l'ignore.
peut juste dire que c'est un prénom masculin d'origine germanique, formé sur le nom de personne Emric, composé d'éléments Heim, la maison, ou le domaine, et Ric, riche, puissant, qui vient lui-même du celtique Rix, ou roi. Donc, ce devait être un personnage important, peut-être à l'époque des invasions barbares, mais dont on n'a gardé aucune trace. Ce toponyme évoluera en Montaumery au XIVe siècle, puis Moyenbry à partir du XVIIe siècle, ce qui achèvera de faire tomber définitivement dans l'oubli ce personnage. Alors revenons au XIIe siècle, date de la première mention de Moyenbry. Nous sommes à l'époque des sires de Coucy qui contrôlent le vaste territoire stratégique entre Vermandois et Champagne, en limite des Flandres et du Hainaut. À Coucy même, les sires de Coucy fondent en 1059 l'abbaye de Nogent. Pour ceux qui ont l'habitude de venir aux expositions du grec, j'avais retracé en 2018 l'histoire de cette abbaye. Je ne m'étendrai donc pas sur le sujet aujourd'hui. Je rappellerai juste que cette abbaye possédait un domaine foncier important, car il concernait pratiquement la moitié de la commune actuelle sur laquelle elle avait les droits de justice. Et qu'elle avait des biens sur plus d'une quarantaine de communes aux alentours. Elle avait par conséquent un pouvoir certain dès l'époque féodale et jouait un rôle sur l'aménagement de ce territoire. C'est à ce titre qu'elle va intervenir à Moyenbry. Au XIIIe siècle, nous sommes en pleine période de lutte féodale où chaque seigneur essaye de gagner du terrain sur son voisin. En cette époque de croissance démographique, on essaye aussi de gagner du terrain sur la forêt, comme on vient de le voir. Mais cette entreprise nécessite des ressources, ce qui peut donner lieu à un partenariat entre moines et chevaliers. C'est le cas à Moyenbry, comme nous l'apprend la chronique de Nogent, rédigée bien plus tard au XVIIe siècle. Cette chronique, conservée aujourd'hui aux archives départementales de l'Aisne, contient la copie de bon nombre de chartes médiévales. Ces chartes sont l'équivalent de titres de propriété. L'extrait que je vous présente ici est la confirmation par le pape Célestin III des biens de l'abbaye de Nogent. Cette confirmation est en quelque sorte une garantie donnée par le pape à l'abbaye. Celui qui voudrait la déposséder de ses biens risquerait alors l'excommunication, ce qui était une menace grave pour l'époque. Alors, que nous dit ce texte? Eh bien, parmi les terres possédées par l'abbaye de Nogent, on cite la métairie ou la ferme de Moyenbry avec ses terres, cultivables ou non, qu'elles lui appartiennent en propre ou qu'elles soient à d'autres, lesquelles vous tenez en terrage de Raoul d'Arancy, les vignes, les prés et le reste de ce qui lui est attaché. Je n'ai pas trouvé la correspondance du latin herreri. Je remercie Franck Merjeune à qui l'on doit cette traduction et qui a proposé sans certitude le nom d'Arancy. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cela? Eh bien, que l'abbaye a assuré la mise en culture du plateau de Moyenbry et qu'elle paye un impôt, le terrage, c'est-à-dire l'équivalent d'une dîme qui se payait en nature, soit par exemple une gerbe de blé pour 4 à 12 gerbes récoltées. Cet impôt, elle va le payer à un chevalier avec qui elle partageait ses terres. Par ces quelques lignes, on entrevoit l'origine de Moyenbry, qui était alors un fief féodal tenu par un chevalier. Il est vraisemblable que c'était un vassal du sire de Coucy dont il tenait cette terre, et qu'il n'y avait alors qu'une simple exploitation agricole. Mais alors, qu'en est-il du premier château de Moyenbry? Malheureusement, nous n'avons aucune archive le concernant entre le XIIe et le XIVe siècle, ni aucun reste archéologique qui pourrait nous renseigner. On connaît le patrimoine foncier des sires de Coucy. On sait qu'au XIIIe siècle, Enguerrand III de Coucy avait agrandi le château de Coucy, qu'il avait également la main sur plusieurs sites fortifiés, dont notamment celle de Lafère, celui de Marle et celui de Vervins. On sait qu'il avait fait construire, non loin d'ici, le château de Folembray, qui devait plus s'apparenter à un relais de chasse qu'à un véritable château fort. Mais nous n'avons aucun indice qui laisserait à penser que la tour de Moyenbry pourrait lui être attribuée ou non
ni qu'elle daterait du XIIIe siècle. Comme je viens de vous le dire, on ne trouve une mention de Moyen-Brie qu'au XIVe siècle avec un certain Gilles de Nanteuil. Il s'agit d'un acte de dénombrement. Alors, qu'est-ce qu'un acte de dénombrement? Eh bien, là encore, on pourrait l'assimiler à un acte de propriété par lequel le vassal avoue détenir un fief de son suzerain. Vous pouvez lire que ce fameux Gilles de Nanteuil de Montaumery avoue posséder la ferme de Lefaux, située à Basseul. Alors, qui est ce Gilles de Nanteuil? Peut-être, mais sans certitude, un cadet de la famille de Nanteuil-la-Fosse, dans l'Aisne, apparenté à la famille des Châtillon, dont le blason est assez proche de celui-ci. On retrouve d'ailleurs les Châtillon apparentés au Coucy à plusieurs reprises. Et à qui ce Gilles de Nanteuil rend-il hommage de ce fief? Eh bien, à Jean de Haraucourt, qui est l'oncle d'Enguerrand-VII de Coucy et dont il est également le tuteur, car à cette époque, Enguerrand n'a alors que 7 ans. Nous sommes en 1353, c'est-à-dire, si vous avez encore de vagues souvenirs de vos cours d'histoire, en pleine guerre de 100 ans. Enguerrand-VII vient à peine de naître que son père part se battre contre les Anglais et trouve la mort sur le champ de bataille de Crécy. Un an plus tard, nouvelle calamité, que là encore vous avez dû apprendre sur les bancs de l'école, c'est l'apparition de la peste noire qui emportera Catherine d'Autriche, sa mère, le laissant orphelin à l'âge de 2 ans. C'est donc une période éminemment troublée. L'acte dont je viens de vous parler date de 1353. 3 ans plus tard, le roi de France, Jean le Bon, est capturé par les Anglais lors de la bataille de Poitiers. On imagine alors le chaos qui devait régner dans la région. Et il n'est pas impossible que la tour de Moyen-Brie ait été érigée à cette date pour protéger l'exploitation isolée de Moyen-Brie, sans que le sire de Coucy ne soit en mesure de s'opposer à l'érection de cette fortification presque en face de son château. En fait, on ne parle de la tour de Moyen-Brie qu'au XVe siècle. Enguerrand VII meurt lors de la dernière croisade en 1398, après avoir été fait prisonnier à la bataille de Nicopolis par les soldats du sultan Bazaget. Avec lui s'éteint la lignée des sires de Coucy. En 1400, Louis Ier d'Orléans rachète alors la seigneurie de Coucy à sa fille Marie de Bar. Il devient ainsi le suzerain du seigneur de Moyen-Brie. En effet, les chevaliers qui composaient la ménie ou la maison du sire de Coucy rendent désormais hommage au duc d'Orléans. Ce dernier récompense également ses fidèles serviteurs en leur donnant certains fiefs de la seigneurie qu'il vient d'acquérir. C'est d'ailleurs peut-être le cas de Gilles de Camely, ou Camelin, près de Blérancourt, que l'on voit apparaître en cette période de conflit. La période est toujours aussi trouble, et cela ne va pas s'arranger. Puisque le 23 novembre 1407, Louis d'Orléans est assassiné à Paris par les hommes du duc de Bourgogne, Jean sans peur. S'ensuit alors une période de rivalité entre les deux clans, et les places fortes de la région vont passer d'un bord à l'autre, Coucy n'échappant pas à la règle. On voit alors apparaître le nom de Gilles de Camely, dit Loussert, dont je viens de vous parler. Ce dernier est pressenti pour assurer la garde du Chastelier, en lieu et place de Yvan de Cramail, dans le cas où celui-ci ne voudrait s'en charger. Ce qui fait penser que Gilles de Camely a reçu Moyen-Brie, c'est que sa fille épouse un membre de la famille de Fransure, Jehan de Fransure. Et celui-ci rend hommage à Charles d'Orléans, le fils de Louis qui a été assassiné, pour le fief de Montaumery, au nom et comme mari de demoiselle Agnès de Camely, sa femme. Il s'agit donc bien d'un héritage qu'Agnès a dû apporter en dot lors de son mariage. Et dans ce texte, qui date de 1453, on trouve la première mention de la tour de Moyen-Brie. Vous voyez qu'il faut attendre le XVe siècle pour qu'on parle enfin du château de Moyen-Brie. Cet acte de dénombrement est très intéressant. Il est d'ailleurs repris en 1495, avec cette fois une description du château. Alors malheureusement, cela reste très lacunaire. On parle d'une maison,
cour, lieu et pour prix. Il y a donc un logis seigneurial, sans doute effectivement une grosse maison, avec cour et jardin. Ce logis seigneurial est également doté d'une tour, une seule. On apprend qu'elle est de forme cylindrique et qu'il y a des fossés à l'environ de celle-ci. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en ait tout autour du château. On sait également que l'endroit est enclos de murs. On parle bien de murs et non de murailles. Il s'agit donc plutôt d'un mur de clôture. En effet, si nous avions eu un mur d'enceinte comme à Coucy, il est vraisemblable qu'il eût traversé les siècles, alors qu'une simple clôture a pu facilement disparaître. Donc, il faut plutôt imaginer une construction assez sommaire. À titre de comparaison, je citerai le château plus tardif de Lannoux, à Villers-Cotterêts. Un logis seigneurial accolé à une enceinte quadrangulaire. Celle-ci est un simple mur que vient ponctuer des contreforts. Elle est néanmoins surmontée d'un chemin de ronde renforcé par quelques échauguettes. Et qu'en est-il de la tour? Eh bien, si on compare la coupe de la tour telle qu'elle était encore visible en 1914 au gigantesque donjon de Coucy, dont certains ont dit qu'elle en était la reproduction en plus petit, on peut faire plusieurs remarques. Là où le donjon fait plus de 50 mètres de haut, ceux qui ont pu la voir nous disent qu'elle n'en avait qu'une quinzaine de hauteur. Plus petite même des tours du château, elle est pourtant plus massive, et ses 3 ouvertures par niveau sont toutes situées dans l'angle sud-ouest vers le soleil. Nous n'avons pas, comme sur les tours du château de Coucy, des archères réparties de façon régulière pour permettre une défense sans angle mort. De plus, on note la présence d'une cheminée et de latrines. Cela nous orienterait donc plutôt vers une tour pouvant servir de logis, comme on commence à en voir à partir du XIVe siècle, que d'une fortification strictement militaire. De plus, nous n'avons que 2 niveaux intérieurs, là où, traditionnellement, il y en avait généralement 3 au XIIIe siècle. Mais peut-être n'a-t-elle pas été achevée, ou bien le dernier niveau a-t-il été modifié? Car c'est ce dernier niveau, qui entoure la terrasse sommitale, qui fait le plus penser au donjon de Coucy. Mais là encore, les différences sont notables. À Moyenbry, nous avons un fin parapet et non pas une épaisse couronne comme à Coucy. De plus, le mode de construction diffère profondément. À Coucy, les arcs des baies sont appareillés avec des claveaux qui suivent la courbure de l'arc. À Moyenbry, c'est un linteau horizontal qui est découpé et qui repose sur les pieds droits, dont les dernières assises ont leurs angles taillés en biais. De même, les linteaux des archères de Moyenbry sont entaillés, alors qu'ils sont monoblocs à Coucy. Tout cela dénote une mise en œuvre que je qualifierais de moderne et non de médiévale. 2 hypothèses s'offrent à nous. Soit le couronnement de la tour a été refait ou modifié après le Moyen Âge, on pense alors au XVIe siècle, où pendant les guerres de religion on a renforcé certains édifices pour les défendre avec cette fois des armes à feu. Ce qui pourrait être le cas ici car les embrasures sont tout à fait adaptées à des armes à feu portatives du genre arquebuse ou mousquet. Soit cette partie de la tour a été refaite en 1847, en même temps que les fenêtres, pour rappeler son auguste voisin. Voilà pour le château médiéval. Nous allons aborder maintenant une longue période qui va de la fin du Moyen Âge à la première moitié du XIXe siècle. Jusqu'à présent, le château de Moyenbry était tenu en fief par des chevaliers, simples serviteurs des sires de Coucy, puis des ducs d'Orléans. Comme vous l'avez vu, on peine à en trouver la trace au travers de quelques bribes documentaires, car aucun n'a fait souche et n'a été à l'origine d'une dynastie, comme cela a pu être le cas pour les sires de Coucy ou leurs châtelains. Il n'est d'ailleurs pas impossible que les châtelains de Coucy, qui avaient la garde du château de Coucy, aient pu également avoir celle de Moyenbry, mais rien ne l'atteste. À partir du XVe siècle, au contraire, ce sont des membres de grandes familles nobles de la région qui vont détenir Moyenbry au sein d'un plus vaste patrimoine foncier. Jusqu'au début du XVIIe siècle, Moyenbry passera de génération en génération dans la famille des Courtignons. La dernière descendante le transmettra à son petit-neveu, Claude de Beauharnais,
Mais cette famille ne le conservera pas très longtemps, puisque le fils de ce dernier le vendra à Alexandre de Longueval. À nouveau, le domaine de Moyen-Brie se transmettra de père en fils jusqu'au début du XVIIIe siècle. Après un bref passage dans la famille de Messé, il sera racheté par les Dubois de Courval, qui le conserveront jusqu'au milieu du XIXe siècle. Durant tout ce temps, le bien appartiendra donc à la noblesse. Celui qui va faire la transition avec l'époque médiévale, c'est Robert de Courtignon. Il est écuyer, seigneur de Cheminbout, Nesles-les-Châteaux-Thierry, Saint-Ouen, Tréloux et Montaubry. Moyen-Brie n'est donc pas le seul fief qu'il possède. C'est encore un serviteur du duc d'Orléans. Nous sommes alors en 1468. Charles d'Orléans est mort 3 ans auparavant. C'est donc son fils, Louis II d'Orléans, qui n'a alors que 6 ans, qui est à la tête du duché. On sait que Robert de Courtignon assiste à une messe donnée dans l'église de la Madeleine du château de Coucy. Un acte atteste sa présence. Il est nommé comme étant le lieutenant général de Mornac, ce dernier étant lui-même gouverneur et bailli de Coucy. En 1481, il reçoit la charge très importante de gruyer des forêts de Coucy. Vous le savez, la forêt est particulièrement présente sur ce territoire. Nous l'avons vu au début de cet exposé, et la base forêt de Coucy et celle de Saint-Gobain, pour ne citer qu'elle, sont encore là pour nous le prouver. Mais c'est surtout une ressource essentielle. Bois de chauffage, de construction, tant pour les meubles que pour les bâtiments ou même les navires, mais également source de nourriture. Les nobles y chassent, les vilains y braconnent, et surtout, ils y mènent leurs cochons. Et c'est par conséquent aussi une ressource économique de premier ordre. Pour vous donner une idée, lorsqu'on fait l'évaluation des biens du duc d'Orléans en 1790, à l'époque où on envisage de supprimer les apanages royaux, les forêts représentent les 3/4 de ses revenus, lesquels revenus étaient de l'ordre de 6 millions de livres. Robert était donc gruyer, c'est donc un officier du duc, chargé à la fois de l'administration de la forêt, il en réglait les coupes de façon à assurer le renouvellement des arbres de façon cyclique, et il percevait les redevances pour les usages et assurait également la police et le recouvrement des amendes auprès des contrevenants. En 1495, le fief passe à son fils, Louis de Courtignon. 3 ans plus tard, un événement important survient. Le 30 août 1483, meurt Louis XI. Toute sa vie, il avait fait barrage aux ambitions du duc d'Orléans, dont la position lui donnait la primauté d'accès au trône en cas d'absence d'héritier. Charles VIII succède à son père, mais décède à son tour brutalement le 7 avril 1498 à l'âge de 27 ans, après s'être violemment heurté le front contre le linteau d'une porte du château d'Amboise. Louis d'Orléans peut alors prendre sa revanche et ceindre la couronne. Il devient roi sous le nom de Louis XII. On lui prête alors la sentence suivante: il ne serait pas décent et à honneur à un roi de France de venger les querelles d'un duc d'Orléans. Les Courtignons rendront donc désormais leur hommage au roi de France pendant 6 générations. La veuve du dernier descendant des Courtignons, Marie de Berlette, transmet alors Moyen-Brie à son petit-neveu Claude de Bohan. Ce dernier est un cadet de la prestigieuse famille des comtes de Bohan, issue en ligne directe des comtes de Luxembourg. Claude de Bohan est chevalier, baron de Nanteuil, seigneur de Moyen-Brie, de Landricourt et de Housson. Ces 2 derniers titres montrent que les Courtignons avaient agrandi leur possession tout autour de Moyen-Brie. En 1640, c'est son fils, Louis Armand de Bohan, qui hérite. 3 ans plus tard, Louis XIII décède, commence alors le long règne de Louis XIV. Le roi est encore un enfant, c'est la période de la Régence. Louis XIV sera sacré en 1648, ce qui entraînera la fronde des grands du royaume.
Cela aura pour conséquence directe le siège de Coucy. Le gouverneur Hébert défend avec succès la place, qu'il finira néanmoins par remettre au roi. Le château sera alors démantelé. Qu'en est-il de Moyenbry? On imagine bien que les troupes qui ont fait le siège ont fait payer leur présence aux habitants environnants. L'abbaye de Nogent est saccagée, une fois de plus, comme elle l'a été lors des guerres de religion. Est-ce que le château de Moyenbry eut également à souffrir des troupes lors de ces événements? C'est possible, mais là encore, on n'en a pas gardé la trace. Toujours est-il que Jeanne-Marguerite de Bohorn, fille de Louis-Armand de Bohorn, vend Moyenbry à Alexandre de Longueval. Moyenbry passe ainsi aux Longueval. Cette famille est implantée de longue date dans la région, qu'ils ont contrôlée en grande partie pendant des siècles. Deux d'entre eux ont été abbés de Nogent-sous-Coucy. Ils eurent également les seigneuries de Pont-Saint-Marc, Crécy-Aumont, Leuilly-sous-Coucy et surtout celle de Verneuil-sous-Coucy. À Moyenbry s'ajoutent également Landricourt et à Coucy-le-Château, le fief de Carcassonne et la tour Carré. Et ce, sans compter les terres plus lointaines d'Haraucourt, Manican, etc. Alors, est-ce à eux que l'on doit la reconstruction du château de Moyenbry? Là encore, c'est une hypothèse plausible. Étant donné le patrimoine de cette famille, il semble envisageable qu'ils aient eu les ressources financières pour le faire. On ignore à quoi il pouvait ressembler car, malheureusement à ce jour, on ne dispose pas de documents permettant de s'en faire une idée réaliste. Voici le plus ancien plan connu de Moyenbry, conservé aux archives départementales de l'Aisne. On devine, représenté par un cercle, la tour médiévale qui a été conservée. À droite, le nouveau château. Ce dernier est vraisemblablement construit à la place de l'ancien logis médiéval, dont les caves voûtées ont sans doute été conservées. À gauche, devant la façade d'honneur du château, se trouve une cour bordée à l'est par les communs. On accède à cette cour par une longue allée bordée de 2 rangées d'arbres de chaque côté qui se termine en hémicycle à la hauteur de l'entrée. Une autre allée plantée permet de rejoindre la route de Coucy à Laon. Enfin, l'arrière du château donne sur un jardin, le tout clos de murs. On trouve aussi de façon très schématique une représentation de Moyenbry figurant sur une carte de l'Ailette commandée par l'évêque de Laon et réalisée en 1732. On reconnaît la tour qui ne possède pas de couverture. On ne saurait dire avec certitude que les ouvertures qui la couronnent sont celles qu'on voyait avant-guerre, car les autres tours figurant sur la carte sont stylisées de la même façon. On voit également le mur de clôture et on devine le toit d'une maison. C'est tout ce que l'on a. Le 16 septembre 1713, François René, comte de Messé, achète à Jean-Gabriel de Longueval le domaine de Moyenbry. Il ne reste pas longtemps dans cette famille puisque 6 ans plus tard, sa fille le revend après le décès de son père. C'est Pierre-Alexis du Bois de Courval qui l'acquiert le 18 septembre 1719. Il est chevalier, mais surtout conseiller du roi en ses conseils et président au Parlement de Paris. Son patrimoine est conséquent, puisqu'il est vicomte d'Anizy et de Courval, seigneur de Pignon, de la cour d'Allemand, de Moyenbry, Landricourt, Jumencourt, Houssan, Crane, de Trolly en partie et du Plessis. À sa mort, ses fils vont hériter l'un après l'autre du domaine. Le cadet en héritera en effet à la mort de son frère. Les archives du XVIIIe siècle nous fournissent davantage de détails sur le château. Grâce aux inventaires après décès, aux dépôts et levées de scellés qui décrivent minutieusement le mobilier et les objets, nous avons une idée de l'aménagement intérieur. Au rez-de-chaussée se trouve le vestibule d'entrée avec l'escalier, un salon, une salle à manger, les cuisines avec office, lavoir et garde-manger. On a également 3 chambres, dont une sert de lingerie, et la chapelle, accessible depuis la cour. À l'étage, pas moins d'une quinzaine de chambres,
donne une idée du nombre de personnes que le château pouvait accueillir. Il possède également un devis de réparation daté de 1765, réalisé par l'entrepreneur Vergniaud. Il dénote un état de vétusté et de délabrement. Certaines fenêtres sont même murées, ce qui laisse à penser que le château n'était guère entretenu. Ses propriétaires n'y demeurant vraisemblablement pas souvent. Le 24 septembre 1779 meurt Alexis du Bois d'Anizy. Il était marié à Jeanne-Marie-Victoire Ducouédic de Kerdrin. J'ai eu alors le plaisir de consulter aux Archives nationales l'inventaire après décès. On y trouve notamment le pouvoir de Madame Couédic de Kerdrin, qui a trouvé une bonne âme pour se rendre à Moyenbry à sa place, pour procéder à la visite du château et à l'estimation des biens qui s'y trouvent. Quelle ne fut pas alors ma surprise de découvrir que la bonne âme en question était Claude Thiébaut-Sautreau. Mais revenons à notre histoire. La Révolution arrive, et avec elle l'abolition des droits féodaux et des privilèges, ainsi que de l'apanage du duc d'Orléans. Louis XVI est exécuté en 1793, et le duc d'Orléans, qui se fait désormais appeler Philippe Égalité, le suit peu de temps après sur l'échafaud. Moyenbry cesse donc d'être une seigneurie, avec son bailli qui exerçait la justice. Une page se tourne, et c'est désormais la bourgeoisie qui va occuper le devant de la scène. Après la Révolution passe l'Empire, puis la Restauration. Nous sommes alors à l'aube de la Révolution industrielle. Mais alors, ce sont les grands propriétaires terriens qui mènent le jeu. La terre reste la richesse. Si on jette un œil au cadastre de 1830, on s'en rend rapidement compte. À gauche, vous avez une vision du paysage tel qu'il était alors sur la commune de Coucy-le-Château, Coucy-la-Ville, Jumencourt, Verneuil-sous-Coucy et Folembray. On voit que les forêts, en vert foncé, sont encore bien présentes, mais avant tout, c'est la terre agricole qui domine. À droite, vous avez les principaux propriétaires de ces communes. En jaune, on a les propriétés de Louis-Philippe, qui est encore duc d'Orléans. Il ne sera roi des Français qu'en 1848. Il a recouvré une partie des biens de son père, le fameux Philippe Égalité. Et comme vous pouvez le voir en comparant les cartes, ce sont principalement les forêts qui en constituent son patrimoine. Et puis nous avons les châtelains. Au sud, en orange, l'ancienne abbaye de Nogent est quasiment entièrement entre les mains de Félix Picard, qui en occupe alors désormais le château. Au nord, en magenta, Verneuil-sous-Coucy appartiendra également en quasi-totalité à Charles Narcisse de Roseville, qui loge au château de Verneuil. À Folembray, en violet, c'est Charles-Ferdinand de Poilly qui commence à se constituer son patrimoine. Il va d'ailleurs bientôt y bâtir son château. Enfin, à l'est, en bleu clair, s'étendent sur les communes de Coucy-le-Château, Coucy-la-Ville, Jumencourt, et au-delà encore, se trouve le moyen domaine de Moyenbry. On imagine un peu la fortune des Dubois de Courval. Car malgré la Révolution, ils ont pu garder l'ensemble de leur patrimoine. À la mort de son père, Charlotte Ariane Henriette Dubois de Courval devient une riche héritière. Elle se marie en 1832 avec Alfred Philippe Gabriel Ferdinand, duc de Marmier-Choiseul. Les Marmiers sont originaires de Bourgogne, le duc est d'ailleurs député de la Haute-Saône. Comme vous pouvez le voir sur le plan cadastral de 1830, le château n'a guère évolué depuis le XVIIIe siècle. En tout cas, c'est ce que laisse à penser le plan relativement sommaire que montre le cadastre. On imagine que l'état de délabrement du château a incité le couple à abattre celui-ci et à reconstruire un logis neuf. Qui est à l'origine des travaux dans le couple? Là encore, on ne le sait pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il y a eu un échange de biens entre eux. Est-ce que le duc est à l'initiative du projet? C'est probable, car à cette époque, c'est encore l'homme qui a le pouvoir de décision. On s'en rend compte à chaque acte d'archives que l'on consulte, où l'homme est bien évidemment cité en premier, vient ensuite son épouse avec la formule consacrée de lui autoriser. Dieu merci, les choses ont un peu évolué depuis. Quoi qu'il en soit, le projet ne sera pas de grande ampleur, bien au contraire. Comme je vous l'ai dit,
On rase l'ancien château pour ne garder que la tour médiévale et le sous-sol de l'aile nord. Sur celle-ci, on construit un modeste pavillon à un étage plus comble. Cela offre l'avantage d'orienter la façade principale du bâtiment vers le sud, avec la vue dégagée vers le plateau, et non plus à l'ouest vers les communs. Et pour finir, on place le bâtiment dans un écran de verdure. Les travaux sont achevés en 1847. Nous sommes en pleine période néogothique et romantique. On sent bien, comme le montre ce dessin de Piette conservé aux AD, que l'effet recherché est celui d'un havre de paix qui traverse les âges, au milieu d'un paysage qui se veut naturel, alors même qu'il a été façonné par la main de l'homme. Ce troisième château est celui qu'on connaît le mieux. Cette connaissance est malheureusement liée en grande partie à sa destruction. C'est en effet dans le dossier de dommages de guerre que l'on trouve les seuls plans qu'il nous reste. Et à l'aide des différentes photos, principalement prises par les Allemands durant l'occupation, on peut tenter la restitution suivante. Le bâtiment était très sobre, construit en pierre de taille calcaire de la région. Il était couvert d'une toiture en ardoise éclairée de simples tabatières. Les façades avant et arrière sont percées de 4 baies par niveau. Un simple bandeau sépare les deux niveaux et une corniche couronne l'étage pour recevoir le débord de la toiture. Pour finir, 2 grosses souches de cheminées en briques et pierres viennent parachever l'édifice en toiture. À côté de cette simplicité d'exécution, c'est sur la tour médiévale que l'on a concentré l'effort de décoration. Les 6 fenêtres ont été reprises et agrandies. À rez-de-chaussée, on les a refaits dans le style Louis XII, alors qu'à l'étage, sans doute pour leur donner de l'élancement, on adopte un style maniéré, moitié gothique flamboyant, moitié première Renaissance. Ainsi qu'évoqué précédemment, j'ignore si le couronnement existait. Ce qui reste probable, étant donné la bretèche qui apparaît au-dessus de l'ancienne porte d'accès. La bretèche, c'est ce petit édicule sur console dont la partie basse était ouverte pour permettre aux défenseurs de faire tomber des projectiles sur un assaillant tout en restant à l'abri. On sait par contre que la tourelle d'escalier est modifiée pour recevoir cette petite flèche en pierre. Les travaux sont achevés en 1847, ainsi que le signale une pierre commémorative placée sur la façade de la tour. Le duc se sépare de ce bien 4 ans plus tard. Il le vend le 21 juin 1851 à Charles-Auguste Constant Rabeuf. C'est à lui que l'on doit le déplacement des cuisines, situées au rez-de-chaussée de la tour, dans les sous-sols du château. En 1861, il offre le château à sa fille, Marie-Louise Julie, pour son mariage avec Marcel Paul-Henri Stéphane Carpentier. Le couple hérite de la propriété avec toutes ses dépendances sur le territoire d'Auffrique-et-Nogent. Malheureusement, Marie-Louise Julie Rabeuf meurt 3 ans plus tard en accouchant. Son père décède à son tour en 1872. Il est alors ruiné. Le château est donc mis en adjudication et c'est un industriel belge, Félix-Guillaume Withoek, qui s'en porte acquéreur. Celui-ci habite le Saint-Pierre en Belgique. Il avait également acheté la sucrerie d'Anizy et la ferme du Faux à Bassol, sans doute pour compléter l'activité sucrière qu'il menait déjà en Belgique. C'est vraisemblablement à lui que l'on doit l'extension des communs. Il complète l'aile est, couverte en tuiles, ici à droite, par l'aile ouest, couverte en ardoise, qui vient refermer l'ensemble autour d'une cour rectangulaire. Au nord, c'est-à-dire en bas de l'image, le 4e côté de la cour est fermé par le poulailler, couronné par un colombier. L'ensemble forme désormais une exploitation agricole au plan typique de la région, avec granges, écuries, porcheries, etc. Cela permet aussi d'isoler cette ferme du reste de château, afin que les odeurs de purin n'aillent pas chatouiller les narines délicates de son châtelain. Revenons à Withoek. Ce dernier perd son épouse, qui décède à Ixelles le 7 février 1882. Cet événement est peut-être la cause de son retour définitif en Belgique, puisque c'est à cette époque qu'il vend le château à Georges Roulier. Georges Roulier est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Lui est originaire de la région
puisqu'il est né à Veilly-sur-Aisne, où son père était notaire. On sait de façon certaine qu'il réside à Moyenbry, et c'est lui qui fera reconstruire l'annexe. Ce bâtiment est le logement du gardien. Il est situé dans l'angle nord-ouest du domaine, près de l'entrée ouest. C'est une maison construite en pierre de taille calcaire, comme les autres constructions du château. Sur un rez-de-chaussée légèrement surélevé, on trouve un étage de comble mansardé, éclairé par des lucarnes ouvragées en zinc. Georges Roulier décède dans son château le 26 septembre 1891. Sa femme, Louise Eugénie Pille, vend alors le château à Pauline Gué. Les deux femmes semblent bien se connaître. Pauline Gué est alors étudiante en médecine, ce qui, on ne manquera pas de le souligner, est assez rare pour une femme de cette époque. Elle achète le bien en toute confiance, avec tous les meubles sans exception, mais sans les meublants, sans aucun inventaire. C'est Pauline Gué qui fera construire la véranda devant le château, sans doute dans les années 1900. Nous sommes alors à la Belle Époque, et on imagine aisément ces dames en train de prendre le thé, venu des Indes coloniales, dans cet espace agrémenté de plantes. On ignore en revanche si c'est elle aussi qui fit édifier les serres qui occupaient le fond du potager, à droite sur l'image. Voici donc à quoi ressemblait le domaine de Moyenbry quand Hélène de Lévis-Montefiore, veuve de James Herman de Ricci, l'achète le 20 avril 1907. Malheureusement, elle n'en profitera pas très longtemps, car déjà apparaissent à l'horizon les signes avant-coureurs du désastre. En effet, le 1er août 1914, c'est la mobilisation générale en France, car l'ennemi est aux frontières. L'armée allemande va littéralement, comme on le voit sur cette carte, déferler sur le nord du pays. À un moment, on croit même au désastre, tant les troupes allemandes progressent rapidement. Heureusement, la compagnie des taxis parisiens vient à la rescousse et le pire est évité. Coucy-le-Château voit passer les troupes françaises, mais tout de suite, c'est l'occupation allemande. Les Allemands investissent le château, profitent du jardin, du billard. Il ne manquait que la piscine. Mais comme généralement dans une armée, on ne manque pas de génie, ils la construisent eux-mêmes. Un aérodrome voit alors le jour à Moyenbry. La conférence de Philippe Lamy évoque longuement le sujet, je ne m'étendrai donc pas davantage dessus. Début mars 1917, c'est l'opération Albéric. Les Allemands se replient en arrière du front sur la ligne Hindenburg. Ils détruisent alors systématiquement tout ce qui se trouve entre ces deux lignes en pratiquant la politique de la terre brûlée. Moyenbry n'y échappe pas. Le château est dynamité, il n'en reste qu'un tas de pierres. Les poilus investissent les lieux et se réfugient dans les sous-sols de la carrière, à l'abri des bombardements. À l'extérieur, seule la présence des cheminées de ventilation indique leur présence. Puis, l'armistice sonne enfin le retour au pays des habitants qui avaient été contraints à l'exode. On commence par créer des abris provisoires en bois et en tôle ondulée. Voici désormais à quoi ressemble le domaine de Moyenbry. À gauche, on reconnaît la tourelle du puits qui existe encore, et à droite, une baraque qui a remplacé l'ancien château. À l'entrée de celle-ci, on devine sa propriétaire, Madame de Ricci. Elle va jouer un rôle prépondérant dans la reconstruction, non seulement de Moyenbry, mais aussi de la commune, puisqu'elle devient présidente de la coopérative de reconstruction de Coucy-le-Château. En 1921, il faudra désormais dire Coucy-le-Château au fric, puisque Coucy-le-Château, Auffrique et Nogent fusionnent pour ne former plus qu'une seule commune. Madame de Ricci met toute son énergie à reconstruire un nouveau château, le 4e et on espère le dernier d'une longue série. Ce château,
est rebâti à l'emplacement du corps de ferme, entouré du parc qui est étendu à l'ouest. D'avant-guerre, il reste encore le puits, évidemment la carrière, le terrain de tennis, la pièce d'eau et le potager. La ferme, elle, n'a pas été reconstruite. Seul un hangar a vu le jour. Le château est achevé en 1931. Mais hélas, l'histoire se répète. De nouveau, le château de Moyenbry est occupé par l'armée allemande. Heureusement, elle abandonne cette fois les lieux sans les détruire. Mais le château a bien failli à nouveau disparaître dans les flammes. Le 6 juin 1944, les résistants mènent des actions de sabotage. Les lignes de téléphonique sont alors coupées et un début d'incendie est signalé au château. Après-guerre, la famille de Richy conserve le château un peu plus d'une dizaine d'années. Puis, en 1957, ils le vendent à la Caisse de sécurité sociale des Mines du Nord. Désormais, le site va être dédié à l'enfance. Le château n'est pas assez grand pour répondre aux besoins d'accueil. En 1977, un permis de construire est déposé et de nouveaux bâtiments voient alors le jour à l'ouest du château. Ce sont ceux dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. L'architecte du projet organise la disposition de l'ensemble en ménageant une perspective depuis le château autour d'un espace central. C'est également l'occasion de régler l'approvisionnement en eau par la construction d'un château d'eau. L'Institut médico-éducatif va mener sa mission auprès du jeune public jusqu'en 2012. Plusieurs membres de l'AMVCC en feront partie d'ailleurs, et j'en profite pour saluer leur travail. Et puis, le dernier épisode à ce jour de l'histoire de Moyen-Bry, c'est la communauté de communes Picardie des Châteaux qui en est l'acteur. En 2018, elle fait l'acquisition du château et, après une première campagne de travaux d'aménagement, elle inaugure ce nouvel espace de vie au service de la population. Rappelez-vous, c'était il y a 2 ans, et à une semaine près, nous aurions pu fêter cet anniversaire. Voilà, je m'arrête là, car la suite de l'histoire vous appartient désormais.